Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Le Guen, député PS de Paris. Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour. Bonne année du lapin. C'est l'année du Nouvel An chinois aujourd'hui. Nouvel An chinois, voilà. Très bien. Député du 13e arrondissement. Ben oui, il fallait donner le signe. Par la voix de son porte-parole, François Baroin, le gouvernement propose une révision de la Constitution afin d'inscrire dans le texte de la Constitution le principe d'équilibre budgétaire. François Baroin était à l'Assemblée hier, je vous propose de l'écouter. Notre objectif est politique, il est puissant, il est coordonné, il est intangible. Nous réduirons nos déficits et nous nous en donnerons tous les moyens. Et je me tourne sans œillade particulière, mais avec la main tendue à l'égard de la gauche, pour leur dire que ce que le gouvernement propose n'est pas un marché de dupes. C'est une affaire importante qui peut nous permettre de transcender les clivages particuliers, même à quelques encablures de la présidentielle, car c'est tout simplement l'intérêt de la France qui est en jeu. Alors François Baroin, le gouvernement vous tend la main, vous la saisissez Non, je pense que le gouvernement ferait bien de ne pas essayer de nous embarquer dans une affaire tacticienne, à l'évidence. Pour vous, c'est qu'une affaire tacticienne. Pour nous, aujourd'hui, nous le prenons comme étant une affaire tacticienne, plutôt mal ficelée sur le fond. Et je vois par exemple le sénateur Jean Arthuis, lui-même au Sénat, sénateur centriste, allié de la majorité, qui voit bien des inconvénients, président de la Commission des Finances, donc il y voit déjà bien des inconvénients. Donc, je pense que c'est une affaire assez grave. Elle peut se retourner gravement contre la France. Pourquoi vous dites ça ? Parce que sur le principe, essayer de voter, de mettre dans la Constitution que le budget doit être équilibré, c'est un principe auquel tout le monde peut souscrire. C'est un principe auquel on peut souscrire avec beaucoup de précautions, mais on peut y souscrire. Mais ce n'est pas un principe qui va servir l'affaire de M. Sarkozy vis-à-vis de sa préélection. Il ne peut pas tourner toutes les questions nationales à son intérêt particulier. Donc, nous ne marcherons pas dans cette affaire. Attendez, non seulement nous ne marcherons pas dans cette affaire, mais nous lui disons tout de suite stop. Parce que si jamais il voulait s'entêter, ce serait effectivement un signal négatif qui serait envoyé au marché, donnant l'impression que la France est divisée là-dessus. Donc qu'il ne fasse pas de la tactique avec des choses graves, et donc qu'il retire ce funeste projet. Qu'il s'engage lui-même dans la campagne électorale à le faire voter après 2012. Nous verrons ce que dira la gauche sur ce sujet ou sur d'autres sur les finances publiques. Au passage, on n'a pas de leçon à recevoir de ce gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous nous exprimerons pour après 2012, et comme ça, il y aura peut-être une convergence, mais certainement pas un outil tactique à la veille d'une élection. Ce que vous dites, c'est qu'en fond, l'élection présidentielle a totalement dévoyé ce projet. Et aujourd'hui, vous ne voterez pas. Je ne veux pas polémiquer plus longtemps, mais pendant 5 ans, on a asséché les finances publiques de ce pays, on a accru d'une façon invraisemblable la dette. Vous savez, je m'occupe de problèmes sociaux. Vous vous souvenez peut-être de la séance ahurissante qu'on a eue à l'Assemblée, où la gauche et les 2 rapporteurs présidents de commission de droite se sont opposés à la volonté du gouvernement d'augmenter la dette sociale. Nous étions les principaux acteurs de l'Assemblée nationale de droite, l'opposition de gauche, d'accord. Et le gouvernement a rallongé et augmenté la dette. Pas de leçon, s'il vous plaît, sur ce sujet. Sur la TVA, Jean-François Copé était à votre place hier et il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. J'ai vu que vous aviez pris une position courageuse sur la question de la TVA anti-délocalisation. Je voudrais vraiment que vous confirmiez à ceux qui vous écoutent que la TVA anti-délocalisation, ça ne doit pas être un débat tabou, ça doit être une manière moderne de réfléchir à financer la Sécu en baissant le coût du travail. Allez, un petit effort, on a besoin de tout le monde. Donc c'est son projet de diminuer les charges des entreprises en transférant une partie des cotisations sur la TVA. Jean-François Copé a besoin effectivement de tout le monde dans cette polémique. Alors vous je ne êtes vais plus pas prêt à lui tendre la main, l'aider mais que je Nicolas vais quand Sarkozy même lui ouvrir une porte. Je pense que dans la réforme globale de notre fiscalité, il ne faut pas exclure a priori aucun des éléments. Et donc dans un panier global, je ne suis pas opposé à ce qu'on réfléchisse à des mouvements de TVA. Car je pense qu'il y a des taux de TVA qui pourraient être augmentés, et il y a des taux de TVA qui pourraient être baissés. Aujourd'hui, il y a un taux à 19,6 voilà, et un taux à 5,5. Voilà. Et un taux à 0 pour la presse, par exemple. On oublie parfois de le dire. Celui-là que vous voudriez augmenter. Voilà. Je ne vais pas peut-être faire cette provocation. Mais pour dire tout simplement qu'on peut réfléchir à tout ça, ce n'est pas une question taboue. Et d'ailleurs,
Je trouve que, autant je peux comprendre que la manière dont Jean-François Copé le présente puisse faire réaction, autant je trouve que les réactions aujourd'hui de l'UMP montrent bien qu'il s'enfonce d'un certain point de vue dans le mensonge vis-à-vis des Français. C'est-à-dire que la question de l'impôt est posée. Donc la question de l'impôt est posée. Et donc, non, normalement, ce qui est prévu, c'est que tout le monde rase gratis au mois de juin. À la veille des élections, c'est merveilleux, on supprime l'ISF, ça pour faire plaisir à certains. On supprime le bouclier fiscal. On supprime le bouclier fiscal, soi-disant, mais c'est un pâté de lapin et de cheval, pour reprendre mon lapin de tout à l'heure. Donc, non, tout ça n'est pas sérieux. On ne construit pas une politique fiscale. Le gouvernement ne construit pas une politique fiscale. Par contre, quand Jean-François Copé dit ça, il dit en substance, bah oui, on va avoir besoin de trouver des recettes. Alors, 1, moi je suis d'accord, on aura besoin de trouver des recettes. 2, est-ce que ces recettes, ça peut être simplement de la TVA? Sûrement pas. Donc il faudra bien augmenter, vraisemblablement, l'impôt sur le revenu, le revoir et le rendre plus progressif. Moins de niches fiscales, etc., etc. Donc, si vous voulez, j'ai une convergence avec Jean-François Copé qui parle un langage de vérité de droite, puisqu'il dit, 1, il faudra augmenter les impôts et, en gros, il ne prévoit que d'augmenter la TVA. Moi, je dis, oui, il faudra prévoir d'augmenter les impôts, et donc on est d'accord sur ce langage de vérité, mais je pense qu'il faut un cocktail dans lequel on peut imaginer faire des mouvements de TVA, mais pour lequel l'impôt sur le revenu et un impôt plus progressif, évidemment, devrait être mis en place, parce que plus juste, plus équitable. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le candidat du Parti socialiste, quel qu'il soit, devra annoncer pendant la campagne électorale que les impôts augmenteront. Oui, absolument. C'est une nécessité. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, sauf M. Sarkozy, M. Bertrand et M. Fillon. Mais tout le monde le dit. Jean-François Copé le dit. Bruxelles le dit. Nous le disons. Les experts économistes le disent. Tout le monde le dit. Sauf le gouvernement du mensonge. Je n'ai pas pensé à mal. Au vu de la polémique et de l'émotion, je ne le referai pas. C'est ce qu'a expliqué Michel Alliot-Marie hier soir à France 2, après la polémique sur ses vacances en Tunisie et une partie de son déplacement qui a été fait en jet privé qui appartenait à un homme d'affaires tunisien. Les explications qu'elle a données hier soir vous suffisent ou vous continuez, comme certains de vos camarades au Parti socialiste, à réclamer sa démission ? Ah, écoutez, c'est vraiment une faute politique grave de la diplomatie française. Le problème qui est posé, moi je ne suis pas dans l'injonction, mais M. Sarkozy est dans la responsabilité. Est-ce qu'il pense sérieusement hier soir? C'est un mea culpa qui, par bien des aspects, est insuffisant. D'une part, dans la nature des phénomènes, je pense que quand on nous a dit que son ami qu'il avait invité était éloigné de M. Ben Ali, je pense que ce n'est pas véritablement la réalité, et c'est un mensonge regrettable. Et deuxièmement, je pense que c'est impensable, sérieusement, qu'un ministre des Affaires étrangères, déjà quand un ministre des Affaires étrangères à titre privé va dans un autre pays, il faut qu'il se pose beaucoup de questions. Aller dans un pays qui est notoirement une dictature, je ne dis pas que c'est impossible, parce que vous voyez, soyons... Mais alors, aller dans une dictature, au moment où il y a un mouvement social, c'est juste impensable. C'est une faute politique très grave. Nous sommes la risée. Donc vous réclamez encore aujourd'hui qu'elle en tire les conséquences. Des pays du Maghreb en matière de diplomatie. C'est une faute politique très grave. On nous avait promis un gouvernement de professionnels. C'était pas un gouvernement rénové. C'était pas un gouvernement très attractif. Mais on nous a dit, tout ça n'est pas grave. Il est un peu gris, mais c'est des professionnels. Regardez le nombre de gaffes. La veille, c'était hortefeux avec les CRS. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est incroyable, ce recul et cette manière dont on voit des épidémies dans la police aujourd'hui se développer. Moi qui m'occupe de santé publique, je suis très inquiet. Bon, et on voit ce retour. Au moment où on parle de rigueur. Des certificats de complaisance, visiblement. Alors, c'est une question. C'est une question. Parce que les arrêts maladie ont été signés par des médecins. Je ne sais pas. Mais alors personnellement, je vous le dis sincèrement, je le dis d'autant plus que le mouvement social est passé. Il va falloir qu'on trouve d'autres formes d'expression, car je trouve que c'est extrêmement malsain d'exprimer un mouvement social par des arrêts maladie à répétition. Voilà. Dans un sondage du Figaro Magazine de la Sofres, Dominique Strauss-Kahn perd 7 points en cote de popularité. Est-ce que vous avez une cote de confiance ? D'avenir, voilà. Il reste silencieux. Est-ce que vous relier cette baisse dans les sondages avec son silence? Est-ce que c'est pas parce que justement il ne dit pas clairement ses intentions que les Français semblent se lasser? Non, il y a eu une moindre présence médiatique de Dominique Strauss-Kahn. Deuxièmement, c'est une cote d'avenir où à peu près tout le monde perd. En tout cas, tout le monde à gauche perd et à gauche de la gauche aussi. Je crois que seul... Lui perd dans des proportions plus importantes. Le Pen, voilà.
Enfin, 2-3 points, mais il faut dire qu'il était tellement monté qu'après, il peut redescendre un petit peu. Mais au-delà, allons, je pense que on voit bien que les polémiques à l'intérieur de la gauche font perdre toute la gauche. Voilà. Justement, est-ce qu'il n'est pas temps, à ce moment-là, que lui-même accélère son calendrier ? Non, mais écoutez, on a un calendrier qui est plus que raisonnable, qui est à la fois le calendrier de la démocratie et de la République. On a des élections dans maintenant 14 mois, 15 mois. Et je parlais du calendrier interne au Parti Socialiste. Et le calendrier interne du Parti Socialiste qui commence à partir du mois de juin et qui est le calendrier le plus précoce des autres formations politiques. Vous voyez. Donc, laissons tout simplement faire les choses. On ne demande rien à M. Sarkozy. Beaucoup de députés UMP pensent que M. Sarkozy va se représenter. Eh bien, beaucoup de députés socialistes pensent que Dominique Strauss-Kahn va se présenter. Jean-Marie Le Guen, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.